Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Pour ce dernier épisode de la première saison de Mon Job, Ma Santé, nous sommes ravis d'accueillir une invitée dont nous admirons le combat. Il s'agit d'Alice Deves, cofondatrice de Petite Mue avec Anaëlle Marzelière, premier média dédié à la sensibilisation au handicap invisible. Regardez de toute urgence leur site internet et leur compte Instagram. Leur engagement pour la démystification des handicaps est admirable. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment, avec Anaëlle, vous avez créé le média Petite Mue ? Oui, bien sûr. Alors, pour l'histoire de Petite Mue, on est le premier média sensibilisé au handicap invisible en France et il a été créé en mai 2022. Mais l'histoire du média commence un petit peu avant mai 2022 avec mon histoire personnelle qui commence le 31 août 2021, le jour où j'étais diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Suite à ça, j'ai fait plusieurs constats. En fait, le premier constat, c'est que aujourd'hui, le sujet du handicap est toujours très tabou. Quand j'en parlais autour de moi, je m'en suis rendu compte, notamment aussi dans ma vie professionnelle. Mais d'un autre côté, plus j'en parlais à de personnes et plus je me rendais compte qu'il y avait énormément de personnes en fait qui avaient un handicap invisible et je ne le savais pas forcément et c'était des personnes proches de moi. Et l'un des autres constats aussi que j'ai fait, au moment de l'annonce, je l'ai pas mal pris. Je pense que j'ai eu une phase de déni de 6 mois à peu près où j'avais une sclérose en plaques, c'était pas grave, j'allais continuer ma vie normalement. C'était plus dur pour mes proches, que ce soit mes parents, mes amis, qui comprenaient pas pourquoi j'allais aussi bien aussi, qui me disaient Alice, on te connaît, il y a un moment tu vas être mal dans quelques temps, parce que j'ai toujours cette tendance à dire tout va bien jusqu'au jour où ça va plus. Et en fait, au bout de 6 mois, là, je me suis vraiment rendu compte de l'impact dans ma vie personnelle et professionnelle. Parce que j'avais énormément de fatigue chronique, j'avais beaucoup de mal encore à marcher. Et vu que la sclérose en plaques, ça marche par poussée, donc dès qu'on a une poussée, donc c'est là où les symptômes arrivent, c'est des lésions qu'on a dans le cerveau. On met 1 an et demi à s'en remettre. Donc même après 6 mois, j'étais toujours dans mes symptômes, c'était compliqué. Et à ce moment-là, j'ai cherché de l'information en fait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a plein de médias sur plein de thématiques différentes, mais sur le handicap, j'ai rien trouvé. Et en fait, j'ai cherché des témoignages parce que quand on apprend une maladie, c'est un peu des nouvelles émotions qu'on a, on est totalement perdu, on se sent un peu seul, on a l'impression qu'on est un peu la seule à vivre ça et on essaie de trouver des solutions pour aller mieux. Et donc, vu que je n'ai pas trouvé grand-chose, je me suis dit pourquoi pas créer mon propre média avec des interviews et des podcasts. C'est ce que je voulais faire au début. Et je me suis dit ce serait cool d'avoir aussi de la bande dessinée. Et à ce moment-là, j'ai pensé tout de suite à Anaëlle, qui était donc une amie d'amis. On s'était rencontrés parce que à ce moment-là, elle venait de quitter son copain et du coup, on l'a hébergée. Enfin, c'était une des meilleures amies de ma coloc, donc on s'est retrouvés à vivre ensemble en tout cas. Et elle a toujours voulu faire de la bande dessinée sur, comme elle dit, ce qui se passe dans sa tête. Puisqu'Anaëlle a des troubles psy depuis qu'elle est jeune. Et donc, je lui ai proposé un peu ce projet en disant, ce serait hyper cool aussi d'avoir des petites bandes dessinées. Elle m'a pas dit oui tout de suite parce qu'au début, elle m'a dit non, mais attends, ça fait 5 ans que j'ai pas touché un crayon, j'ai pas de légitimité à le faire, etc. Et je me suis dit, on s'en fiche un peu, c'est juste un compte Instagram et de toute façon, si ça fonctionne pas et qu'il y a personne qui s'abonne à nous, c'est pour nous, quoi. Donc, on s'est lancé comme ça et maintenant, ça va faire 2 ans en tout cas qu'on existe et qu'on a fait aujourd'hui un peu plus de 300 interviews et une centaine de podcasts. Super. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un handicap invisible ? Alors, un handicap invisible, c'est un handicap qui ne se voit pas directement. C'est une définition qui est assez large en fait. Si on prend les grandes familles qu'on explique à chaque fois avec Anaëlle, les grandes familles entre guillemets du handicap invisible, on va avoir tout ce qui est maladie chronique par exemple. Donc les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, mais on a aussi le diabète de type 1, la maladie de Crohn. Dans les maladies auto-immunes, on va avoir par exemple l'endométriose ou encore certains cancers. Ça fait quand même, je vais pas tout citer, mais il y a plein d'autres pathologies. Quand on parle de maladie chronique, c'est une maladie de plus de 6 mois. Ensuite, on va avoir tout ce qui est troubles psychologiques et psychiatriques. Donc l'anxiété, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, les TOC. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on essaye de sensibiliser le plus possible parce que c'est encore hyper stigmatisé dans notre société et encore plus dans le milieu professionnel. Et puis, on va avoir les troubles du neurodéveloppement, donc ça va être les troubles de l'apprentissage comme les DIS par exemple. On va aussi avoir le TDAH, donc les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et le spectre autistique. Et enfin, on va avoir les troubles visuels et auditifs partiels.
Mais ce qu'on explique, c'est que le handicap invisible, donc aujourd'hui 80% des handicaps sont invisibles, mais la frontière entre visible et invisible, elle est assez fine en soi, parce que des fois, par exemple, moi, mon handicap, il se voit. Enfin, quand j'ai du mal à marcher, par exemple, ça se voit. Je boite. Ça va se voir aussi quand je suis fatiguée. Ça va se voir, on va dire, à ma tête. Et puis, ça dépend des moments. Et en plus de ça, quand on commence vraiment bien à connaître quelqu'un, on va plus le voir. Pour moi, le handicap, il est invisible aussi parce qu'il y a plein de gens qui sont pas sensibilisés, qui voient pas les difficultés qu'ont les personnes au quotidien. Donc voilà là-dessus. Et même, on souligne aussi beaucoup ça pour des personnes, par exemple, qui sont en fauteuil roulant, qui peuvent avoir un handicap visible. Ils ont plein d'handicaps aussi invisibles qu'on voit pas. Des douleurs qu'ils ont, des restrictions au quotidien. On va juste penser à la mobilité, mais ça va être plein d'autres choses. Donc, il est un peu partout en soi, le handicap invisible. Justement, il y a beaucoup de stéréotypes associés à ces handicaps. Quels sont-ils ? T'en as abordé quelques-uns et puis surtout, comment les remettre en question ? Pour moi, le plus difficile quand on a un handicap invisible, et ça revient dans toutes les interviews qu'on a, c'est vraiment le fait de devoir se justifier constamment. Vu que notre handicap, il se voit pas, les gens, ils ont du mal à comprendre, ou même quand on va leur dire, ils vont vite l'oublier, parce qu'ils le voient pas au quotidien. Moi, j'ai beau répéter, que je suis fatiguée, les gens l'oublient aussi au bout d'un moment. Ça demande de se justifier auprès de nos proches, de notre famille, mais aussi dans la société. Par exemple, quand je passe à la caisse prioritaire ou devant des files d'attente, une fois sur deux, j'ai des remarques, ce qui fait qu'à la fin, je sors plus ma carte parce que j'ai juste la flemme des fois de débattre quand je veux juste faire des courses le soir et que je suis fatiguée. Et puis, même dans les transports, quand on est jeune et qu'on s'assoit, j'ose pas parce que je me dis je vais me prendre une réflexion ou quoi que ce soit. On va me juger. Et du coup, l'autre problématique, ça c'est un peu ce qui en découle, c'est que quand on a un handicap invisible, on se sent pas légitime. Ou plein de gens vont dire non, je suis pas en situation de handicap, ou il y a pire, ou il y a des personnes, je sais pas, qui sont malvoyantes, qui sont en fauteuil, parce qu'on nous a toujours expliqué que le handicap était visible, etc. Et du coup, même les personnes directement concernées elles vont se dire non, je vais rien dire parce qu'en fait, c'est pas ça le handicap. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de sensibiliser en expliquant que avoir des douleurs au quotidien, c'est aussi handicapant qu'avoir des problèmes des fois de mobilité. Je préfère avoir du mal à marcher que d'être constamment dans un brouillard mental, en fait, parce que ça, on peut rien faire de notre journée. Donc c'est un peu ça qu'on essaye d'expliquer. Et en plus de ça, on compare pas les handicaps entre, parce qu'il y a des personnes en fauteuil roulant ou d'autres personnes qui ont une autre maladie, chacun va le vivre différemment, et même des gens qui ont la même maladie que moi, il y en a qui le vivent bien, d'autres qui le vivent moins bien. Donc ne jamais comparer les handicaps parce que ça dépend vraiment des personnes en soi. Il y a une espèce de double peine finalement entre le handicap qu'on vit, les douleurs, les difficultés quotidiennes, et puis la manière dont la société nous le renvoie. C'est un peu ça en fait, parce que on doit gérer notre handicap de notre côté et on doit souvent le gérer seul parce que les gens vont pas nous croire par exemple, ou qu'on va en avoir marre de justifier. Et comme en entreprise, quand on demande par exemple des aménagements, les gens ont du mal à comprendre en disant attends, là ça a l'air d'aller, tu souris, tu vas bien. Sauf que si jamais toute la journée on n'était pas content, on montrait qu'on n'allait pas bien, ça aiderait pas non plus en fait. Heureusement que des fois on dit pas tous les jours j'ai mal, j'ai des douleurs, parce que les gens en auraient marre aussi d'entendre toujours ça. Donc c'est un peu je pense la double peine là-dessus. Tu viens d'aborder le monde du travail. Quels sont les défis les plus courants auxquels les personnes avec des handicaps invisibles sont confrontées justement dans le monde professionnel ? Alors pour moi il y a 2 défis. Le premier défi déjà, c'est que le handicap invisible, pour demander une RQTH, donc une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé, il y a plein de pathologies où il y a une errance médicale hyper longue, donc des difficultés à avoir un diagnostic parce que le handicap se voit pas, que du coup on sait pas ce que la personne a, etc. Donc déjà, pour avoir cette reconnaissance, c'est un long parcours. En plus de ça, je donne l'exemple. Par exemple, il y avait une personne qui était malvoyante de naissance qui m'expliquait que tous les 5 ans, elle doit justifier qu'elle est malvoyante. Une personne qui avait des troubles auditifs, elle a eu du mal à avoir sa RQTH parce que plusieurs fois, la maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, l'appelait pour avoir des questions sur son dossier. Et à chaque fois, la personne disait j'entends pas mon téléphone en fait. Et du coup, ça retarde. Mais et toutes ces choses-là... Comment c'est possible ? C'est pas écrit sur le dossier que la personne n'entend pas ? Ah si, mais ça c'est toujours... En fait, la MDPH, j'ai pas envie de critiquer totalement la MDPH parce que ça dépend des personnes et des régions. Il y en a des dossiers, ça peut être en 3 mois, d'autres c'est en 1 an, et c'est hyper aléatoire. Donc déjà, il y a toute cette partie-là où les gens travaillent mais ne sont pas reconnus handicapés, donc n'ont pas d'aménagement. Il y a plein de pathologies comme l'endométriose, on peut commencer à avoir une RQTH, mais je prends le cas de la fibromyalgie qui est reconnue par l'OMS, mais c'est compliqué qu'elle soit reconnue en France. Donc il y a ce premier défi-là. Et l'autre défi, c'est que les personnes qui ont une RQTH et un handicap invisible, beaucoup de personnes le cachent et le déclarent pas.
Pour plusieurs raisons. La peur qu'on se dise, nos collègues nous voient que comme une personne qui a telle maladie, la peur d'être discriminée, tout le cheminement d'acceptation aussi, de se dire oui, je suis en situation de handicap, ça prend beaucoup de temps parfois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens le cachent et compensent. Et on a une stratégie où ils compensent tout le temps parce que c'est ce qui se passe, sauf qu'à un moment, le corps, il lâche et le retour en arrière, il est plus difficile après. C'est vraiment ces défis de réussir déjà à avoir une RQTH et quand on a la RQTH, de se faire entendre, de faire entendre ses droits et surtout d'oser en parler. Et ça, il y a plein de personnes qui n'en parlent pas parce que le sujet du handicap est toujours hyper tabou et hyper mal vu, par exemple. Et justement, c'est une excellente transition avec la question suivante. Comment aborder ce sujet avec son employeur et ses collègues qui ont des représentations souvent biaisées même du handicap? Ça marche surtout par de la sensibilisation. Sensibilisation, et vu que le handicap se voit pas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Anaëlle, parce qu'on a, en plus du média, on a une agence où on va dans les entreprises pour sensibiliser. C'est expliquer comment les personnes fonctionnent et quel est l'impact, bien montrer en fait l'impact que ça a dans leur quotidien. Et nous, ce qu'on explique, c'est que les gens en situation de handicap, notamment invisibles, on leur dit donnez votre mode d'emploi. Par exemple, quelqu'un qui a des troubles de l'attention, on avait fait l'interview, va nous dire moi la dernière fois, le matin, j'ai tellement de trucs qui se passent dans ma tête. Quand je croise mes collègues, j'oublie de leur dire bonjour. Je ne les vois même pas parce que je suis conditionnée dans ma journée, etc. Là, s'il expliquait à ses collègues, moi en fait, c'est pas contre vous, c'est juste que ça se passe comme ça. Quelqu'un qui peut arriver des fois en retard parce que la personne a des crises d'angoisse, va dire écoutez, là, juste je vous rejoins dans 10 minutes et me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, si des fois j'ai des crises d'angoisse et j'ai besoin de me calmer et dire si quelqu'un va râler contre moi, ça va amplifier ma crise d'angoisse. Le mieux, c'est vraiment de communiquer. Et en plus que les personnes communiquent, c'est qu'aux entreprises de faire de la sensibilisation auprès de tout le monde. Pareil, parce que si on peut avoir la meilleure mission handicap dans l'entreprise, une super équipe RH, etc. Si mon équipe, mon manager et mes collaborateurs me disent « Oh, mais toi, tu pars trop tôt. Oh, mais toi, t'as le droit du télétravail. Oh, mais toi, t'as de la chance. Oui, c'est bon. T'as déjà pas mal de trucs. » C'est pour ça, les personnes, ça les bloque. Donc, vu que c'est pas avec la mission handicap et les RH qu'on vit au quotidien et que c'est notre équipe, si elle n'est pas sensibilisée, les aménagements ont peu d'impact. Donc, c'est aussi ça qu'on explique. Donc c'est l'environnement de travail qui va susciter la confiance pour que les gens en parlent et que par la suite il y ait des aménagements. Mais comment créer cet environnement? Tu as abordé la direction, les RH ont un rôle à jouer là-dedans, quel est-il? Effectivement, ils ont un rôle majeur parce que à la fois que ce soit pour le maintien de l'emploi, mais déjà dès le recrutement également. Et je pense que c'est le rôle de sensibiliser et d'expliquer que aussi, il y a une personne sur deux de toute façon qui va être confrontée au handicap dans sa vie, qui est en emploi. Donc moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est nous, quand on essaie de sensibiliser en disant, mais même si, parce que des fois on a, oui, non, mais nous, ça nous concerne pas. Les gens, ils disent, non, quand on essaie de les motiver à venir à une conférence, non, mais j'ai plein de trucs, ça me concerne pas. Ouais, mais ça concerne tout le monde, en fait, parce que potentiellement, les personnes ont des collègues qui sont en situation de handicap, ils ne le savent pas, que dans leur famille, ils vont être confrontés, que ce soit, je sais pas, leurs parents, leurs amis, leurs enfants, certainement une situation de handicap dans leur vie, et même potentiellement eux également. Et moi, je le dis souvent aussi avec mon histoire personnelle. Avant 3 ans, je connaissais rien du tout au monde du handicap. Franchement, j'étais vraiment pas sensibilisée et ça s'est mal passé parce que dans mon entreprise, ils savaient pas comment agir. Alors qu'aujourd'hui, franchement, ça me réarriverait. Si j'avais été sensibilisée, j'aurais su quoi demander, que faire, etc. Et c'est ce que j'explique, c'est que j'ai eu cette maladie-là. Ensuite, une de mes meilleures amies qui a le même âge que moi a pris un cancer l'année dernière et du coup, en fait, j'ai aussi été confrontée à ça. Et maintenant, j'ai aussi mon petit frère, par exemple, qui a 5 ans et qui a aussi une maladie auto-immune qui est beaucoup plus rare. En fait, ce que j'explique, c'est que on pense toujours que c'est les autres, etc. Mais qu'à un moment, ça peut nous toucher, nous. Et là où j'ai été contente d'être sensibilisée, c'est que ces annonces-là, elles ont été moins difficiles. Parce que forcément, j'avais le média. Donc, j'ai interviewé plein de personnes qui étaient en situation de handicap, qui expliquaient qu'ils avaient trouvé des solutions, qui expliquaient que ça allait mieux, que ça veut pas dire qu'on a une vie pourrie, même si on a un handicap. Et du coup, c'est hyper rassurant parce que quand quelqu'un prend une maladie, tout ça, on se dit, bon, ok, il y a plein de gens qui le vivent aussi bien, ça peut le faire, il y a des solutions. Je dis pas que c'est évident au quotidien, il y a toujours des hauts, des bas, mais c'est encourageant et je pense que le jour où on donnera une meilleure vision du handicap positive, en disant c'est compliqué au quotidien, mais bon, la vie ne s'arrête pas là, ça aiderait aussi plus à en parler. Et ce qu'on dit, le handicap, c'est quelque chose qui nous arrive dans notre vie, mais de toute façon, il peut nous arriver plein d'autres événements aussi. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'expliquer tout ça pour que les gens se disent ah ok, potentiellement je vais être concerné et j'ai intérêt de m'intéresser maintenant au sujet, quoi. Et alors pour aider les entreprises dans ces démarches-là, est-ce qu'il y a des ressources, des partenaires, des médias, des aides financières,
Les entreprises qui souhaitent s'appuyer sur des aides, quelles sont-elles ? Alors, il y a par exemple l'AGFIP. Donc, en soi, c'est toujours effectivement quand une entreprise part du début, c'est contacter l'AGFIP. Il y a des aides pour les aménagements. Ils conseillent aussi énormément, surtout l'accompagnement. Et puis après, il va y avoir les associations aussi qui peuvent intervenir sur des thématiques particulières parce que de toute façon, c'est tellement large, handicap invisible. Quelqu'un qui a un trouble psy, quelqu'un qui va être sourd, quelqu'un qui va avoir un cancer. Enfin, c'est pas du tout, ok, ils sont en situation de handicap, mais c'est pas du tout la même gestion en soi. Donc, c'est vraiment s'intéresser. Et ça demande du temps, forcément. Ensuite, il y a des agences de sensibilisation, des personnes qui font des conférences, etc. Donc, nous, on le fait avec Anaël, mais il n'y a pas que nous. Enfin, il y a plein d'autres cabinets qui proposent aussi. La dernière fois, on s'est associé avec quelqu'un qui faisait des pièces de théâtre, d'autres qui vont faire des jeux. Nous, on est plus focus sur la bande dessinée, par exemple. Et puis après, il y a des médias. Donc, il y a notre média, mais il y a aussi le média handicap.fr et Talenteo qui existent. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sensibilisent. Je pense notamment au compte Draw Your Fight, qui est une association qui sensibilise au handicap invisible. Donc en fait, des acteurs, il y en a plein, c'est juste qu'ils sont moins... Enfin voilà, c'est difficile de se rendre visible auprès des gens qui ne sont pas forcément concernés. Et le rôle du médecin du travail là-dedans ? Le rôle du médecin du travail, il est important parce que déjà, en fait, quand une personne a une RQTH, elle va avoir le médecin du travail et c'est le médecin du travail qui va dire quels sont les aménagements nécessaires. Le médecin du travail est aussi hyper important parce que quelqu'un qui veut pas en parler à ses collègues ou à l'équipe RH, etc., peut très bien en parler à la médecine du travail où c'est confidentiel, avoir ses aménagements sans devoir se justifier de quelle pathologie on a, par exemple. Donc c'est aussi ce rôle-là de point un peu en dehors de l'entreprise à qui on peut poser toutes les questions et qui est pas avec nous au quotidien et qui est pas en contact non plus avec les collaborateurs. Très bien. Et puis le médecin du travail est aussi entouré d'une équipe pluridisciplinaire et notamment des chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle. Est-ce que tu peux partager des histoires concrètes d'entreprises qui ont adopté des pratiques envers les salariés ayant des handicaps invisibles ? Alors je pense que en fait pareil, c'est tellement large que ça va vraiment dépendre de la pathologie, mais par exemple, il y a des entreprises qui ont mis en place des espaces ce qu'on va appeler safe place. Donc des espaces très calmes le midi pour des personnes qui n'aiment pas forcément le bruit ou avec moins de luminosité. Donc ça peut être des personnes avec des angoisses, avec des personnes avec de l'autisme également. On a aussi des entreprises, par exemple, une personne qui va être sourde dans un open space, c'est hyper compliqué de se concentrer avec l'appareil auditif. Donc avoir un bureau tout seul, par exemple, il va avoir beaucoup. Après c'est assez classique. Souvent c'est des aménagements d'horaire, du télétravail en plus, notamment pendant les périodes où on a le plus de symptômes. Et puis je réfléchis en même temps à des exemples plus concrets, des absences autorisées, par exemple, pour les rendez-vous médicaux. Parce que ce qu'on explique, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai 3 séances de kiné par semaine, si je les mets toutes à ma sortie de boulot à 19h, j'ai plus de soirée, en fait. Donc, des fois, moi, ce que j'avais essayé de voir avec mon travail avant, c'est, OK, est-ce que je peux le faire le matin à 9h? J'arrive à 10h. Bon, ça arrive une fois dans la semaine, mais moi, ça me permet de me libérer ma soirée, par exemple. Et ça aussi, les gens, ils comprennent pas que c'est juste que oui, on a aussi notre vie perso. C'est ce que j'expliquais. Il y a un moment, j'étais en arrêt parce que si je mettais tout sur ma vie pro, moi, j'avais plus de vie perso. Donc, j'étais en arrêt, mais oui, le soir, des fois, j'allais voir des amis. Je pouvais faire des activités la journée parce que ça me permettait aussi d'avoir ma vie perso parce que sinon, j'avais plus de vie là-dessus. Au début, c'est hyper compliqué de trouver son équilibre. Super. Écoute Alice, c'était très clair. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'étais ravi vraiment de t'accueillir et bravo pour ce que vous faites avec Anaël. J'encourage tous les auditeurs à aller voir Petite Mue sur Internet et de regarder ce que vous faites. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.